La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde. On commence avec la fin annoncée de la production automobile dans l'usine Stellantis de Poissy. Oui, c'était pourtant pas la première fois qu'une usine périclite en France, mais si la nouvelle fait le gros titre de une du Figaro et des Échos, c'est que l'affaire est un peu plus sérieuse qu'un simple revers économique. Poissy, symbole du déclin de l'industrie automobile en France, annonce le Figaro. Le lent déclin de l'auto française, confirme les Échos en titre. Alors un point d'histoire pour commencer. L'usine de Poissy a été ouverte en 1937 par Ford, rappelle Yann Duvert. Ce fut le haut lieu de production de Simca avant d'être repris par PSA à la fin des années 70. À l'époque, elle employait près de 27 000 salariés. Stellantis souhaite ramener ce chiffre à 1 millier d'ici 2030. Désormais, on y fabriquera juste des pièces détachées. Le groupe jure ses grands dieux qu'aucun plan social n'aura lieu. Tant mieux si tout le monde est recasé, mais le plus important n'est pas là. En stoppant l'assemblage à Poissy, écrit Jacques-Olivier Martin, la une du Figaro, Stellantis ne ferme pas seulement une ligne de production. Le groupe met à nu la lente désagrégation d'un imaginaire collectif, celui d'une puissance industrielle héritée des 30 Glorieuses. Le lent déclin de l'automobile française ne date pas d'hier. Les causes sont connues. Coût du travail, charges sociales, impôts, problèmes de compétitivité, directives européennes absurdes, explique-t-il en substance. À 1 an de l'élection présidentielle, Poissy doit servir d'électrochoc. Sinon, l'actualité, c'est encore un succès pour le gouvernement. Oui, je vois que vous avez l'esprit facétieux ce matin, mon cher Dimitri, parce que quand Sébastien Lecornu va faire le petit bilan de sa semaine, ce soir, il va pouvoir être aussi satisfait qu'un directeur d'usine chez Stellantis. Résumons-nous. D'abord, il a commencé par reculer face à la CGT sur le dossier du travail le dimanche. Ensuite, son gouvernement s'est fait retoquer par la droite sur son projet de rétablissement des ZFE. Enfin, il a donc piteusement capitulé hier face à LFI sur cette proposition de loi visant à mieux lutter contre l'antisémitisme porté par une députée macroniste. Alors, évidemment, tout cela a été habillé comme un simple report, le temps d'un travail transpartisan, mais personne n'est dupe. En tout cas, par Rémi Godot. L'exécutif organise un enterrement plus glorieux de la controversée loi Yadan, écrit-il à la une de l'Opinion. Et tant pis s'il donne ainsi le point à la France insoumise et à ses pétitionnaires obsessionnels d'Israël. Et le dessin de CAC à la une du même journal est assez savoureux. Il croque Gabriel Attal et Emmanuel Macron en train de discuter de cette loi. Pourquoi la faire si c'est surtout symbolique, demande le président. C'est comme la reconnaissance de la Palestine, lui rétorque son ancien Premier ministre. Gabriel Attal qui déclare donc sa candidature à la présidentielle cette semaine. Ouais, alors c'est pas vraiment une surprise, donc il le fait dans le point. Les amuseurs se sont déjà beaucoup régalés de sa petite phrase qui sert de titre à l'hebdo. Je pense savoir comment il faut présider la France. Ok man, fastoche. Mais le plus intéressant n'est sans doute pas là, mais dans les quelques révélations qui sont dans les bonnes feuilles de son livre. Certains jugeront peut-être cela impudique quand il parle de son homosexualité ou des addictions de son père. Étaler sa vie privée est apparemment devenu une nécessité. Politiquement, maintenant, on savait que ses relations avec Macron n'étaient pas bonnes au moment de la funeste dissolution, mais on n'imaginait pas qu'elles étaient aussi exécrables. Attal explique comment le président lui a caché jusqu'au dernier moment son intention de dissoudre. Même Pascal Praud a été informé avant moi seulement de Gabriel Attal, Pascal Praud et son vélo cargo. On termine avec cette information glanée dans le Parisien, les pages locales. Honnêtement, Dimitri, en vous promenant dans les rues de Paris, ou d'ailleurs vous vous êtes jamais demandé pourquoi on leur avait donné parfois des noms de gens totalement inconnus. Vous savez qui était Brand Séquard ou Froidevaux Absolument pas. Eh bien hier, à Paris, a été inauguré un bout de rue dont le nom va parler à beaucoup de monde. Quand reverrai-je pays merveilleux? Michel Blanc. La rue Jean-Claude Duss. Alors non, c'est pas l'avenue Jean-Claude Duss, mais la rue Michel Blanc, inaugurée dans le 3e arrondissement de Paris, pas loin de là où il habitait et pas loin du théâtre du Splendide, où il a fait ses débuts avec ses copains, sa bande des bronzés qui étaient venus couper le ruban, hier raconte Paul Abran. Si on nous avait dit, il y a 40 ans, qu'il y aurait un jour une rue qui porterait le nom de l'un d'entre nous, s'amusait d'ailleurs Marianne Chazelle, et oui, comme quoi... faut oublier qu'on n'a aucune chance. Faut foncer. Sur un malentendu, eh ben ça a marché. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre